Merci beaucoup, bonsoir. Je suis très heureux d'être invité par le CAPC et je remercie particulièrement toutes ces équipes, bien sûr, mais aussi sa directrice Sandra Patron, qui a eu la générosité de me faire participer à ce nouveau chapitre, en quelque sorte, de l'histoire du CAPC, qui est une institution tout à fait importante et signifiante, ne serait-ce que pour comprendre les passages comme ceux de la modernité à la postmodernité et pourquoi pas même aujourd'hui les problématiques qui sont celles de l'art global, de l'histoire de l'art mondialisé et aussi du tournant postcolonial. C'est donc un plaisir pour moi de pouvoir m'inscrire dans le cadre de cette exposition novatrice, courageuse et qui rencontre mes intérêts personnels à plusieurs égards. C'est pourquoi, plutôt que de me contenter de parler des artistes qui m'intéressent dans cette exposition, chose que je ferai un petit peu, je me concentrerai plutôt sur un propos sur la situation des musées et justement sur les grands enjeux, les grandes problématiques qui animent le musée ces dernières années. Je dois dire que les réflexions livrées ici ce soir sont des réflexions qui découlent d'expériences, de voyages, de rencontres qui ont été réalisées dans les dernières années, mais surtout avant la crise du Covid. Et j'espère qu'à ce titre, ces réflexions ne paraîtront pas trop anachroniques et qu'elles garderont un semblant d'utilité, même justement dans une situation où en l'occurrence, je n'étais moi-même jamais resté autant sur place pendant autant de temps. J'étais plutôt habitué à me déplacer entre les différents pays que je vais évoquer dans cette conférence. Vous avez ici une photographie très particulière et pas facile à déchiffrer. Vous êtes en réalité en train d'entrer dans le TMOCA, le Tehran Museum of Contemporary Art, le musée d'art contemporain de Téhéran, qui est d'ailleurs plutôt un musée d'art moderne, mais qui s'appelle musée d'art contemporain, et qui fut fondé en 1977 par le dernier Shah d'Iran et l'impératrice Faradiba. On doit à l'architecte iranien Kamran Diba, le cousin de l'impératrice Faradiba, l'architecture du bâtiment et sa rampe en référence explicite à l'invention de Frank Lloyd Wright pour le Guggenheim de New York, une rampe spiraloïde, ni plus ni moins qu'un symbole de la modernité occidentale inscrite au cœur de Téhéran. Trônant au centre de la rampe, un mobile d'Alexander Calder, artiste américain, installé en vis-à-vis du double portrait des chefs de la révolution islamique iranienne de 1979, c'est-à-dire sa figure tutélaire, l'ayatollah Khomeini, à gauche, et l'actuel guide suprême, Ali Khamenei, à droite. La superposition du Calder et de l'ayatollah brille d'éloquence pour qui veut y voir le jeu de balancier entre catégories Orient-Occident, sacré, profane, ou encore tradition, modernisme. Rien que de trop simple si le musée n'avait pas préexisté à la République islamique iranienne, qui, comme vous le savez, sans doute s'est imposée en 1979, alors que le TMOCA, le musée d'art contemporain, lui, ouvrit ses portes en 1977, donc 2 ans avant la Révolution, et la même année que le centre Georges Pompidou à Paris. Mohamed Reza Shah Pahlavi et Faradiba sont donc non seulement connus pour avoir bâti un des premiers musées nationaux d'art moderne et non colonial, car l'Iran n'était pas colonisé, mais aussi la plus grande collection d'art moderne occidental en dehors d'Occident. Un des premiers musées nationaux d'art moderne non colonial en dehors d'Occident et une des plus grandes collections d'art moderne occidental en dehors d'Occident. Une aventure muséale qui précède potentiellement la survalorisation actuelle des musées et de l'art moderne dans les pays du Golfe, les Émirats, l'Arabie saoudite, et qui mériterait peut-être d'être élevée au rang de premier musée global. Je parle donc du musée de Téhéran, car c'est effectivement une singularité assez frappante qu'un musée constitué en dehors d'Occident, en 1977, puisse réfugier une telle collection d'art moderne qui va en l'occurrence de Gauguin à Andy Warhol et qui s'accompagne aussi d'œuvres d'art moderne et contemporain iranien.
mais qui est surtout réputé pour sa collection d'art moderne occidental. Or, malgré la volonté de la République islamique d'effacer les signes de l'ancien régime, la République islamique ayant renversé le Shah, que ce soit à travers le nom des rues, les fresques murales, ou en imposant le voile, bien sûr, sur les femmes, on peut dire que le tmoka demeure la part maudite de la République islamique. Comme si la valeur culturelle et historique du Calder ou autres Picasso ou Donald Judd, qui sont dans ses collections, s'était imposée au nouveau régime de 1979 et qu'il n'était plus possible de les décrocher, ou de les vendre, ou de les détruire. De fait, le régime de la République islamique s'est toujours bien accommodé du joyau laissé par le dernier Shah d'Iran, et contrairement à ce qui a pu s'entendre dans les médias, ne s'est pas gêné pour exposer la collection occidentale, évidemment en évitant les nus, mais en ne se gênant pas pour l'exposer, d'année en année, de manière certes irrégulière, anarchique et orientée par les préceptes du régime. L'image que vous voyez ici est peut-être une image instagrammable, car cette image pourrait aussi bien faire ridiculiser l'image du pouvoir, en y superposant le Calder, que, à la limite, rendre ce pouvoir plus sympathique. Le Calder figure le signe de l'ancien régime monarchique, avant 1979. À ce titre, il est investi d'un rapport au pouvoir et à la volonté de puissance, car à l'époque, l'art moderne apparaissait à la dynastie des Pahlavis comme l'ultime symbole de libéralisation, de progrès et d'universalisme. Tout autant que peuvent l'être aujourd'hui les portraits des chefs religieux et autoritaires de la République islamique. Ces derniers sont dépeints de manière classique, comme les représentations royales pratiquées avant le XXe siècle, d'où l'anachronisme fondamental de cette image, à la considérer presque comme ce que j'appellerais une performance du display, au sens où le display produit parfois ses propres performances, où se neutralisent deux histoires différentes de l'Iran. Autrement dit, deux conceptions divergentes du rapport au modernisme et deux destins irrésolus pour l'Iran dans la mondialisation, qu'on en mesure les enjeux avant 1979 ou après 1979. C'est comme si l'histoire officielle, l'histoire censurée ou l'histoire marginale retournait à un état non résolu et toujours en conflit malgré la superpuissance de l'histoire officielle qui s'est écrite à partir de 1979 et qui a donc cherché à effacer ce qui a pu avoir lieu avant. Ce vacillement entre le hasard et la stratégie dans la disposition imprévue de ce Calder islamique est peut-être l'illustration parfaite du mouvement qui nous fait passer d'un display à un dispositif. Car après tout, c'est la photographie qui nous montre la juxtaposition du Calder avec ses portraits. Peut-être que spatialement dans le lieu, cette superposition ne se produirait pas autrement que par la photographie. Passage du display au dispositif. Autrement dit, passer d'un alignement aléatoire ou d'une superposition incongrue à une prise de position dans le temps et l'espace, ou l'art de se situer comme dans une médiation au centre des transpositions possibles, entre des temporalités et des spatialités conflictuelles, potentiellement sources de crise. Erreur ou momentum, le musée a l'air de son démantèlement magique. Un tournant qui amène le musée à se penser davantage comme la partie d'un tout, voire même comme une application pour smartphone. Vous savez qu'aujourd'hui, les musées ont encore plus cette vocation à exister en dehors d'eux-mêmes, et qui produit une rupture avec, je dirais, la mythologie du musée historique, qui est plutôt de présenter le spectacle du monde mis en scène dans sa totalité. Alors que on prend le risque de passer à une époque où le musée se pense non pas comme cette totalité du monde représenté, mais plutôt comme la simple partie d'un tout. Si le XXe siècle fut celui de la canonisation du musée, le XXIe siècle représente d'ores et déjà celui de son démantèlement, voire de son démasquement. Le musée revêt des habits multiples dans sa capacité à mobiliser les nouveaux médias en interaction avec sa raison historique, mais aussi celle de se penser par essence comme un médium, et un médium multiple. Or, du musée aire de jeu au musée connecté, en passant par le musée citoyen, et j'ai à l'esprit des exemples qui dépassent le cadre de la France,
toutes les limites autorisant à penser le musée dans sa pureté historique et a fortiori moderniste semblent avoir volé en éclats. Et avec elle, une certaine utopie du musée universaliste. C'est aussi très important, je pense, d'essayer de penser l'exposition actuelle du CAPC comme une exposition globale, mais non universaliste, en tout cas dans les connotations coloniales et désuètes que peut comporter la notion d'universalisme. Au-delà de l'institution muséale dans son ensemble, l'exemple le plus éloquent reste sans doute le musée imaginaire d'André Malraux, parce que justement c'était un musée imaginaire et pas un vrai musée, et qu'à ce titre-là, il pouvait exister en dehors de lui-même. Mais lui gardait cette ambition universaliste. Il n'était d'ailleurs fait que pour ça. Il avait beau être une utopie de musée, dans son rêve de réunir un musée de papier des civilisations asiatiques, africaines et européennes, sous la forme imprimée, et par-delà les frontières coloniales, qui par ailleurs rendait possible ces transferts culturels et visuels. En contrepoint de cette vision à la fois unificatrice et dominatrice, selon moi dans l'esprit des colonies françaises, on trouve à la même époque une institution, elle, qui n'a rien d'utopique, et qui est le Musée national des arts et traditions populaires, à Paris, conçu et dirigé par Georges-Henri Rivière entre 1937 et 1967. Celui-ci revendique une inversion du point de vue ethnocentriste, en prenant les us et coutumes françaises, elles-mêmes comme objet de regard et matériel muséologique. Celui qu'on surnomma le magicien des vitrines n'eut alors de cesse de penser et repenser l'espace du musée comme un outil réflexif, voire autocritique, dans lequel il s'agirait davantage de faire parler les objets, par des effets de mise en scène notamment, que de les figer dans un discours imposé et omniscient. L'une des conséquences majeures et finalement salvatrices de ce déclassement du musée à notre époque n'est-elle pas, pour le dire sans détour, son tournant postcolonial ? De Berlin à Mumbai et de Madrid à Beyrouth, les dirigeants d'institutions muséales prééminentes prennent position dans ce momentum complexe, car le démantèlement du musée peut aussi aboutir à son émancipation. Se pose avant tout la question de l'histoire qui est racontée à travers ces collections, au mieux une histoire qui prend davantage en compte l'influence culturelle, artistique et intellectuelle née des anciens territoires colonisés. Cette histoire est peu ou prou intégrée dans les institutions par le traditionnel comité d'acquisition ou comité de curateurs experts, mais surtout de mécènes et de collectionneurs, souvent issus de ces mêmes pays anciennement colonisés, capables de le soutenir financièrement, de soutenir cet effort d'ouverture au niveau des collections et des récits muséaux à l'échelle globale et notamment dans les musées occidentaux. On se satisfera parfois d'expositions qui affichent de remettre en question leur propre collection, l'origine des objets, leur contexte d'appropriation. On sait d'ailleurs que les musées allemands et britanniques, et peut-être qu'ici je parle davantage du musée d'anthropologie que du musée d'art contemporain, mais je pense qu'encore une fois on vit une époque où ces catégories se mêlent et les artistes, Dieu sait que les artistes sont les acteurs principaux de ces entremêlements entre musée d'anthropologie, musée d'art contemporain, musée, écomusée. Et peut-être que les musées allemands et britanniques ont impulsé un mouvement qui s'est effectivement déclenché un petit peu à retardement en France, mais qui semble en route. Si l'on veut se replacer dans le contexte plus englobant de l'histoire de l'art moderniste, et notamment ses développements dans les années 60-70, donc tardifs, on pensera à la critique du musée ou la critique institutionnelle qui prenait son essor. La distance qui nous sépare de cette première critique me fait dire que nous avons sans doute vécu avec les années 2000-2010 une ère post-critique. Post-critique, donc autocritique. Ce n'est plus les artistes contemporains qui produisent une critique du musée en son sein, c'est le musée lui-même. On peut par exemple citer Manuel Borja Villel, le directeur du musée Reina Sofia de Madrid. All political action in an institution must take place from self-reflection and self-critique. For questioning the museum is not enough. There is a need to democratize it. Toute action politique dans une institution doit prendre appel d'une autoréflexion et d'une autocritique, car questionner le musée n'est pas assez. Il s'agit de le démocratiser. Fin de citation. La critique a évolué parfois dans une forme normative, muséale et artistique, puisqu'elle fait désormais partie intégrante du programme d'exposition, de l'organigramme scientifique du musée et des programmes de recherche et résidences artistiques.
Le sentiment de culpabilité idéologique est parfois même le prix à payer pour déclasser, requalifier certains schèmes et catégories de pensée. Il n'en reste pas moins vrai qu'il peut y avoir, chez des directeurs de musées, moins éclairés qu'ici au CAPC, cette forme de bonne conscience ou de sentiment de culpabilité qui peut favoriser une lecture des collections nationales directement inspirées du contexte colonial, c'est-à-dire tout simplement de vouloir prendre le tournant postcolonial, mais avec des notions coloniales, plutôt que postcoloniales. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre le vrai sens de ce qu'on commence à entendre autour de nous, cette question de la décolonisation, du tournant postcolonial, ne doit pas être pris comme quelque chose d'intrusif ou simplement comme une question, mais comme un renversement de paradigme qui permet de raconter les histoires de l'art de manière globale, de manière dispersée, mais aussi, et ça je le prends de la conférence et les commentaires de Sandra Patron sur cette exposition, pour créer une simultanéité entre des histoires et des temporalités qui n'étaient pas mises à jour dans une chronologie qui est strictement européenne et américaine. Donc faire se croiser ces chronologies, ou ces récits, ou ces histoires, par la simultanéité que permet l'espace d'exposition. Précisons le démantèlement. On ne dénombre plus les différentes offres proposées par le musée pour inclure le visiteur dans une expérience. C'est vrai qu'en période de Covid, c'est mal tombé. Éventuellement l'inviter à partager un moment de convivialité ou encore à une prise de conscience politique et citoyenne. Là, vous comprenez que tout ça datait d'avant le Covid. En définitive, il s'agit d'accueillir toutes les subjectivités, une foule de singularités, en quelque sorte, à même de refonder le musée, à la fois sur sa valeur d'usage intrinsèque, parce que le musée, en tout cas en France, est le lieu de bannissement de la valeur d'échange, là où les biens sont censés rester inaliénables, et sur sa capacité à se soumettre à toutes les critiques. Il s'agit pour les musées les plus avisés d'exposer et de rendre public l'ancrage de leur collection dans une histoire impérialiste. Celle-ci a accrédité une définition de la culture comme une éducation du regard forgée sur la valorisation d'objets peu ou prou capturés, déterritorialisés et spoliés en territoire colonisé ou en territoire ennemi. Ces objets autres sont souvent magnifiés par un appareil muséal sophistiqué qui les porte davantage au nu qu'à notre simple connaissance. Ils incarnent finalement le reflet allégorique d'une logique de démantèlement sur laquelle s'est fondé le musée à l'époque coloniale et dont il devient lui-même l'objet de ce démantèlement dans notre moment post-critique. Les signes d'un tel processus se font jour à notre époque où l'on parle parallèlement du musée dans son devoir de restitution de certains objets au continent africain et du musée comme hub, social network et autres soft power, des termes qui dénotent l'insistance du musée à sortir de ses limites pour se connecter partout et à tout le monde. En se soumettant à la double critique du paradigme postcolonial et de la révolution numérique, le musée s'adapte à une industrie culturelle toujours plus délocalisée et mondialisée, à la fois intangible et accumulative. De là émergent de plus en plus clairement les enjeux liés à la nouvelle valeur de l'œuvre d'art, démultipliée en très haute résolution. Mais aussi d'autres enjeux, la circulation globalisée de données numériques liées à une histoire et à des collections qui, elles, sont encore indexées sur des frontières nationalistes. Il n'y a guère plus grand monde pour s'émerveiller ou s'étonner que les crises écologiques, patrimoniales, migratoires, démocratiques composent aujourd'hui le pain quotidien de nombreux musées et biennales d'art contemporain vers un musée à la fonction sociétale augmentée. Tout doit entrer dans le musée, mais nous ne savons plus sur quel sol le musée lui-même pourrait encore se stabiliser. Je ne parle pas ici du CAPC, je parle du musée à l'échelle de ce tournant entre le XXe et le XXIe siècle. On pourrait même ajouter « tout est dans le musée n'est dans rien ». Le tout musée, un petit peu comme Édouard Glissant pouvait parler du tout monde. Le musée devient une plateforme de dispositifs communicationnels et archivistiques plutôt qu'une institution au sens classique du terme. D'un côté, l'histoire racontée par le musée se veut plus inclusive, moins élitiste. Mais d'un autre, le musée est moins enraciné dans une histoire, ou même des histoires, que soumis à des écosystèmes iconographiques et à des algorithmes géoculturels. Aussi, rien n'empêche que le musée soit à la fois le lieu d'un démantèlement épistémologique majeur
lié notamment au tournant postcolonial et à l'avènement du numérique, est le réceptacle dématérialisé d'un spectacle peut-être captivant, mais aussi inquiétant. Le nouveau mythe de la haute résolution et de la connectibilité d'une part, celui des identités hybrides et interchangeables de l'autre. On pourra toujours regretter les excès les plus ouvertement mercantiles ou misérabilistes de cette ère du tout musée, car il y en a des exemples à critiquer. Par exemple, en se rappelant l'émoi soulevé suite à l'annonce du partenariat entre le musée du Louvre et la société Airbnb, invitant le gagnant d'un concours à passer une nuit au milieu des collections. Mais on peut également penser à l'épave d'embarcation, un énorme bateau, sur laquelle s'était échoué mortellement tout un groupe de migrants qui tentaient leur chance par la mer et qui voient post-mortem, suite à la mort de tous ces migrants en mer, cette épave, ce bateau, exposé au rang de spectacle artistique à la dernière Biennale de Venise, une installation qui s'appelait Barca Nostra de l'artiste suisse-islandais Christophe Buchel, 2019. Comment mieux souligner l'angoisse réfractaire de certaines institutions, partagée entre la volonté d'élargir son public ou son propre terrain d'action et celle d'enregistrer un nombre de visiteurs toujours plus grand dans une logique financière. Comment anticiper le fait que le musée puisse devenir un dispositif de communicabilité des cultures entre elles, mais aussi de falsification, voire de simplification des frontières qu'il prétend abolir ou réévaluer? Et pour ça, je pense que s'il y a bien un outil qui permet de justement dépasser ces catégories, c'est à travers la pratique même des artistes, en comprenant l'écosystème dans lequel chaque artiste travaille, pour pouvoir ensuite éventuellement faire ces juxtapositions. Et là, c'est très clairement quelque chose qui pour moi est tout à fait réussi dans l'exposition du CAPC, où finalement les artistes sont à la fois ensemble et aussi d'une certaine manière l'écosystème artistique de chaque artiste a été digéré. À l'époque des expositions sur le supermarché des images ou des jeux concours pour dormir au musée, comme le Louvre l'a proposé main dans la main avec Airbnb, il est d'autant plus urgent de faire du musée autre chose qu'un appel d'offres permanent ou un simple miroir du monde. Au-delà de ça, un lieu où les images peuvent faire autre chose que se soumettre à l'alternative entre être stockées ou être exposées. Un lieu où elles peuvent vivre et circuler sans être strictement soumises à l'une ou l'autre alternative entre valeur d'échange et valeur d'usage. Donc là, vous avez une photographie journalistique d'une manifestation, d'une association qui œuvre contre le mal logement et qui est venue protester contre ce partenariat du Louvre avec Airbnb. C'est vers tout ce faisceau d'indices d'un musée à venir que tend l'image du parvis du Louvre occupé par des manifestants, comme j'étais en train de vous le dire. La présence de la banderole et de la rangée des manifestants devant le musée semble questionner ce dernier sur sa capacité à intégrer ou à exposer la critique. En arrière-plan du slogan brandi par les hommes en lutte, les hommes et femmes en lutte, la pyramide du Louvre prend des allures de lointains souvenirs. Mais elle représente aussi la clé de voûte d'une interprétation future, sans doute à la lumière des luttes du présent. Le musée a-t-il jamais représenté, même dans l'imaginaire bourgeois, un lieu à l'abri de la grogne et du bruit protestataire? Pas plus que dans l'imaginaire hypercapitaliste de l'ubérisation du musée. Et vous avez là des manifestants et des phénomènes de protestation collective qui se sont produits récemment au Whitney Museum à New York ou dans d'autres institutions américaines où l'occupation sur le mode de Occupy Wall Street était actif il y a à peine un an. Entre nomadisme et globalisme, j'aimerais me poser la question de savoir si nous sommes dans une crise ou dans une extase universaliste. C'est pour ça que je vous emmène à présent au Louvre Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, qui est une collaboration des Émirats avec la France, inaugurée en novembre 2017 dans une architecture de Jean Nouvel. Vous êtes là dans la première salle qu'on visite au Louvre Abu Dhabi, où les œuvres d'art semblent flotter dans les airs, tels des atomes numériques. Cette grande salle introductive du parcours du Louvre Abu Dhabi
expose les collections partiellement partagées ou empruntées à la maison mère française, et elle impressionne cette salle d'entrée par son gigantisme. Le visiteur est immédiatement frappé par la blancheur, tout en brillance, presque nacrée, qui l'entoure à 360 degrés, sur l'espace indéterminé que composent les murs, le sol et le plafond. Quasiment un effet de désorientation. Les différentes dimensions de l'espace ne tendent à faire qu'un, provoquant une perte de repère dès l'entrée des collections. Un peu comme si on était dans une bulle. Le regard est saisi par l'impossibilité de se fixer sur les objets, que ce regard commence à distinguer seulement par flash visuel, car il ne se trouve pas dans un espace ordonné comme une salle, avec ses rangées d'objets sur des cimaises et des socles. Il entame plutôt une sorte de voyage infini dans une grande map-monde sphérique, signifiée par d'imposantes inscriptions cartographiques au sol. On pourrait parler d'une aire de jeu visuelle, où le visiteur est moins guidé par des indications précises que porté par de multiples dérives vers les objets d'art, comme des signes virtuels, flottants. Nous devenons le sujet d'une performance au sein d'un simulacre d'espace, presque 3D ou programmé, au sens informatique du terme, à l'échelle des collections du musée. Elle est confirmée par des jeux de motifs géométriques inspirés par certaines formes de l'architecture islamique, sous forme de lignes noires qui s'entrecroisent du sol au plafond, des motifs qui se nouent et se dénouent en cristaux ou en stalactites sous nos pieds et au-dessus de nos têtes, catalysés par un motif de rosace plus figuratif au centre de l'espace. Dans un même flux de perception, les œuvres d'art semblent flottantes, posées sur des socles transparents, eux-mêmes enclos dans des vitrines où tout tend à l'invisibilité. Chaque groupe d'objets présenté en trio, issus de 3 cultures ou civilisations différentes, une statuette africaine, une faïence chinoise, un miroir de la Renaissance italienne, se retrouve en effet contenu dans ces grandes vitrines qui rappellent les architectures postmodernes d'un Frank Gehry. Manifestement, ces formes irrégulières et irrationnelles pour le musée classique ont une fonction optique et cognitive. Comme si les vitrines étaient de plus en plus indiscernables, les œuvres nous apparaissent en 3D, presque comme sur l'écran de notre laptop. L'universalisme extatique qui se joue ici entre toutes les cultures ou fichiers disponibles est en fait loin d'un phénomène purement imaginaire ou hors sol. C'est un dispositif bureaucratique qui opère littéralement sur le bureau, desktop, grâce aux options de circulation et de modification offertes par les outils numériques. Pillage, numérisation, liquéfaction. Dans cette perspective, les dispositifs du Louvre Abu Dhabi mériteraient une analyse en soi. Chaque objet du musée est doté d'une deuxième vie sur de lourds dispositifs d'écran dont le design est pensé pour nous les rendre volatiles, comme s'ils étaient supprimables en un clic. Ces objets disparaissent et réapparaissent sur ces écrans. Même les explications données autour de l'objet constituent au final le paratexte d'un spectacle que l'on pourrait nommer la liquéfaction de l'aura, au sens de Walter Benjamin. Au profit d'images signes, images algorithmes, images interchangeables, et sans aucune limite de territoire, ni culturel, ni linguistique, ni cognitif. Chaque image produit ainsi son propre spectacle nomadique, et pour ça il faut effectivement imaginer ce paysage d'écran qui constitue les accrochages du Louvre Abu Dhabi. La Mésopotamie et la Renaissance chrétienne deviennent des identités déréalisées, mais sous la forme hyper-réaliste d'images haute résolution et à forte mobilité. Nous voilà à présent dans le musée national irakien, le musée de Bagdad, fondé dans les années 30 du XXe siècle, sous mandat britannique, période coloniale, et qui est un musée qui a connu plusieurs vies, qui a même été réapproprié à l'époque où Saddam Hussein est arrivé au pouvoir sous sa coupe, et qui est aussi connu pour la catastrophe et le démantèlement, puisque j'utilisais cette notion de démantèlement d'une manière magique concernant les musées occidentaux, et qu'il s'agit ici d'un vrai démantèlement, d'un pillage du musée national irakien en 2003, vous vous en souviendrez, suite à l'invasion américaine et de ses alliés, qui a entraîné dans son chaos le pillage de plus de 15 000 objets dans les collections d'antiquités de Bagdad, qui est tout simplement le deuxième plus grand musée d'antiquités du monde arabe après le musée du Caire. Sans compter les pillages des sites archéologiques aux alentours. Il faut également préciser, puisque nous parlons 16 ans après les faits, que plus de la moitié des objets perdus
furent depuis pistés et finalement retrouvés, puis réintégrés aux collections du musée, qui a réouvert au public irakien il y a 2 ans. Les premières photographies du désastre, prises à peine quelques jours après les faits par la journaliste archéologue Johan Farshar Bajali, montrent l'héritage pré-islamique et cosmopolite de l'Irak, le sumérien, l'assyrien, le babylonien, réduit à feu et à cendres. Contraste choc si l'on pense à la Mésopotamie digitalisée du Louvre Abu Dhabi. Je pensais que ce lion décapité pendant les pillages pouvait aussi faire peut-être penser au lion de Nina Beyer qui ouvre l'exposition du CAPC. Pourrait-on considérer le projet du musée global version émirati comme un instrument de réhabilitation et de sauvegarde des musées en crise dans le monde arabe et en Irak? Pour l'instant, nous en sommes loin. Les départements d'archéologie, les ingénieurs 3D, mais aussi les polices des douanes, qui ont été et sont encore les plus actifs dans le recouvrement des antiquités perdues de Bagdad, demeurent européens et américains, y compris à travers des programmes de coopération entre archéologues du British Museum de Londres et archéologues irakiens du musée de Bagdad. Mais nous savons qu'avec l'exploitation du label français Louvre aux Émirats arabes unis, il s'agit d'exporter par la même occasion un certain pouvoir symbolique et économique. J'en profite pour passer sans transition à un des artistes de l'exposition actuelle du CAPC qui me tient particulièrement à cœur, qui est un artiste irakien et chez qui pourtant la question de l'héritage ou de la culture irakienne est particulièrement complexe, subtile et loin d'être évidente. Il s'agit de Mehdi Moutachar, artiste irakien né en 1943 et arrivé en France en 1967, et qui connaît à peine depuis quelques années une redécouverte et une nouvelle visibilité amplement méritée pour un artiste effectivement qui était plutôt dans les marges depuis son exil en France, et notamment dans le sud de la France. Le tracé ou l'écriture géométrique de Moutachar semble vouloir nous ouvrir à l'unicité du mouvement. Mouvement qui convertit l'espace empirique et rectiligne dans un espace spéculatif, symbolisé par une continuelle ligne brisée. Et c'est cette ligne brisée qui va faire le lien entre les différentes œuvres de Mehdi Moutachar, y compris celles exposées au CAPC. Mais là où un dessinateur tel que M.C. Escher, par exemple, exalte cette ligne brisée à des fins d'illusion d'optique, via la démultiplication des plans et les techniques de trompe-l'œil, Moutachar, lui, replace la ligne brisée dans un cadre épistémologique qui n'a que faire du vrai et du faux. La seule vérité qui vaille, comme il le dit lui-même, et je le cite dans un entretien que j'ai fait avec lui, « Trouver en chaque espace la porte d'entrée qui ouvre sur la multitude des autres espaces possibles en lui. » Trouver en chaque espace la porte d'entrée qui ouvre sur la multitude des autres espaces possibles en lui. Cette sculpture relativement monumentale qui s'appelle Houé, et qui est une espèce de spirale, mais qui reprend la forme de la lettre Houé de l'alphabet arabe, qui signifie le pronom troisième personne du singulier, est particulièrement éloquent à ce titre. Chercher les espaces disponibles à l'intérieur d'un même espace. Une œuvre unidimensionnelle et ainsi en étroite conversation avec la science de la morphogénèse, qui étudie les phénomènes de croissance et de bifurcation des formes. À ce titre, le coquillage, la plante, tout comme l'ouragan, peuvent prêter à symbolisations diverses dans l'univers de l'œuvre unidimensionnelle. Ainsi que l'artiste le résume lui-même, je cite, « La logique de mon travail ne relève pas de la notion de combinaison, mais plutôt d'une poétique, où l'unicité est la notion fondamentale. C'est la structure même de l'œuvre qui génère son déploiement. » Et c'est ça que Mehdi Moutachar appelle une œuvre unidimensionnelle. C'est la structure même de l'œuvre qui génère son déploiement. Évidemment, ça peut rappeler d'autres artistes, y compris des artistes du courant cinétique et optique occidentaux. Bref, ces œuvres zigzaguent, et plus d'une fois, sur elles-mêmes, comme des labyrinthes cosmiques qui puisent leur source dans un imaginaire cosmopolite.
À l'image du parcours de l'artiste, qui a grandi aux abords des ruines de la cité antique de Babylone, dans la ville de Hilla, en Irak, qui a étudié à l'Académie supérieure des beaux-arts de Bagdad avant de partir en 1967 pour Paris, qui était le fécond vivier de l'art abstrait et géométrique, bien sûr. Il y étudiera notamment à l'École nationale des beaux-arts, avant de s'installer en 1974 à Arles, la Rome française, où Moutachar vit et travaille toujours. Comme si sa trajectoire en rejoignant par le sud une cité antique méditerranéenne, qui est Arles, prenait soin de maintenir un dialogue à la fois océanique et ténu avec l'Euphrate et ses premières amours pour les forces du vent, du sable, de l'air et de l'eau, toutes les cosmologies babyloniennes de son enfance. À travers les frontières composant son parcours de vie, son répertoire philosophique et artistique, Moutachar ne semble pas avoir cherché à résoudre une quête identitaire auto-centrée liée à sa double culture. Non. Il semble plutôt avoir cherché à se transcender à la frontière d'une connaissance traditionnelle, artisanale, et d'une connaissance post-industrielle où l'ordinateur a définitivement pris le relais de l'encyclopédie, notamment pour la question algébrique et mathématique à l'œuvre dans toutes ses œuvres et qui structure tout son travail. C'est un artiste mathématicien. Il offre à ce titre une plongée au cœur d'un tiers-espace où l'esthétisme, voire le fétichisme de l'œuvre d'art, se trouve largement relativisé au profit d'une notion plus inclusive, plus artefactuelle et à la fois plus connectée de la créativité. Quand je dis connecté, ça veut dire connecté avec des modes de production économiques, architecturaux, sociaux, voilà, une espèce de transpiration avec la société ou le système économique ou sociétal qui a pu générer une œuvre, au contraire de pas mal d'artistes de la modernité et de la postmodernité occidentale qui, eux, se sont fondés sur l'exploitation et l'occupation du white cube, et le white cube s'étant fondé globalement comme un espace de séparation avec le réel, une espèce d'enceinte qui nous purifierait de l'espace extérieur qu'on a quitté en entrant dans le musée et qui donnerait aussi lieu à énormément de réflexions sur les différentes mobilisations et contre-mobilisations du white cube. En août 1967, Moutachar, à peine arrivé de Bagdad à Paris, découvre avec stupeur l'exposition phare de l'abstraction géométrique et cinétique Lumière et mouvement, au musée d'art moderne de la ville de Paris, dans laquelle Morlet et le Grave, le groupe de recherche d'art visuel, jouent un rôle important. C'est le choc esthétique pour le jeune artiste irakien. Il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ses professeurs des beaux-arts de Bagdad, qui ont voyagé à Paris, ne lui avaient pas parlé de ses expériences menées dans les musées européens. Au-delà des œuvres, défiant la gravité et les règles admises du musée, dans cette exposition Lumière et mouvement, on observe une alliance significative entre artistes européens et sud-américains, qui donne à l'exposition son étoffe historique, et malgré l'absence notable de Elio Otisika. La présence moins due au hasard qu'il n'y paraît de Mehdi Moutachar dans cette exposition, non pas comme artiste mais comme spectateur, qui la visitera quasiment quotidiennement jusqu'au dernier jour de l'exposition, prend alors une valeur d'indice pour un rendez-vous manqué entre les artistes européens et ceux du monde arabo-musulman, où bien des tournures spatiales appelées cinétiques ou optiques semblent trouver leur source. Morlet fait exception à la règle, reconnaissant dès cette époque l'importance du choc qu'il a éprouvé, François Morlet, à la découverte de l'Alhambra de Grenade, en 1952. François Morlet visite l'Alhambra avant Mehdi Moutachar, 17 ans avant. Et 30 ans après M.C. Escher, le fameux dessinateur des espaces illusionnistes, qui visite aussi l'Alhambra et qui prend aussi des notes visuelles de l'Alhambra. On pourrait refaire cette généalogie de Escher à Morlet et à Moutachar sur l'Alhambra de Grenade comme étant un écosystème artistique générant des formes et qui nécessairement contredit le musée. On parle d'un édifice religieux. Donc, le même François Morlet qui recommandera le travail de Moutachar à la galerie Denise René, où ce dernier ne décidera finalement de s'engager que bien des années après ce geste de soutien, à la fin des années 80. Il est par conséquent d'autant plus remarquable que le rendez-vous manqué entre Paris et Babylone est en réalité bien eu lieu, mais dans les marges de l'histoire de l'art canonique et les marges de la critique d'art française. Et là, il faut citer des protagonistes comme Pierre Restany, comme Pierre Gaudibert,
comme beaucoup d'acteurs des collections publiques françaises et de la scène artistique internationale, mais pensée depuis Paris, qui ont promu des artistes tels que, en tout cas des artistes du continent africain et des pays arabes. Même si les acquisitions qu'ils faisaient à l'époque n'étaient pas toujours mises en valeur. Alors, après avoir... Il y aurait sans doute toute une généalogie, pour le coup, à redessiner à partir du minimalisme, et pour repenser le minimalisme à partir d'autres écosystèmes visuels qui en sont des sources inconscientes, et aussi des prolongations transculturelles, cosmopolites. Donc il faudrait étudier ça à travers Morley, Sol Lewitt, bien sûr, qui dessine des trames tout à fait conformes à la géométrie des édifices religieux islamiques sur leur coupole, dans la définition de ces trames, dans leur ampleur, dans leur système géométrique, et que Moutachar et François Morlet ont remarqué chez Sol Lewitt dès la première fois que ces dessins de trames avaient été publiés dans des revues américaines dans la deuxième moitié des années 60. Donc cette généalogie existe. On est très heureux que, par exemple, dans l'exposition du CAPC, l'agencement entre Mehdi Moutachar, Buren et Sol Lewitt puisse enfin, je dirais, le rendez-vous manqué est enfin comblé. Et le rendez-vous est pris. Herbert Bayer, du Bauhaus, qui a passé plusieurs étés à Tanger, au Maroc, au début des années 70, et qui a produit des peintures et des sérigraphies inspirées par les paysages marocains ou par l'écosystème marocain. Frank Stella, un cas plus complexe, car il visite des sites d'Azerbaïdjan et d'Iran, des sites archéologiques et des édifices religieux. Il a même des œuvres qui s'intitulent Portes de Damas, certaines œuvres monumentales de Frank Stella, mais qui pour le coup, a priori, n'ont pas été visitées, donc toujours très complexes, des lieux visités, des lieux non visités, mais les titres qu'il donne à ses œuvres sont plutôt les lieux qu'il n'a pas visités. En tous les cas, il y aurait là ici matière à refaire toute cette généalogie d'un minimalisme augmenté à d'autres écosystèmes visuels et à des sources inconscientes. Je voudrais bien prendre encore quelques minutes pour parler d'un artiste. Alors, pardon, peut-être je prends quand même le soin de remarquer que Mehdi Moutachar avait été dans un contexte beaucoup plus discret et qui est passé inaperçu, exposé en dialogue avec Richard Serra au Palais du Tau à Reims, dans une exposition de duo avec des œuvres de Mehdi Moutachar en regard d'œuvres de Richard Serra. Autre dialogue qui se produit encore dans le CAPC où Richard Serra a une présence importante. Donc c'est vraiment très récent, ces redécouvertes et ces renversements de paradigme. J'aimerais peut-être en conclusion évoquer un artiste qui ne fait pas partie de cette exposition, mais qui a un rôle très particulier pour plusieurs artistes qui, eux, sont dans l'exposition, notamment Younes Rahmoun, cet artiste qu'on peut voir dans l'exposition du CAPC avec une œuvre au sol et une cosmogonie d'éléments lumineux qui empruntent des petits bonnets traditionnels, mais qui se veut avant tout, encore une fois, un agencement mathématique, numérologique, algébrique, donc une espèce de formule qui prend forme dans l'espace, mais le rapport avec le sol est très important pour plein de questions qui sont aussi des questions de vouloir contrebalancer l'idée du mur ou plus généralement du white cube. Et je voulais vous introduire à celui avec lequel Younes Rahmoun et bien d'autres artistes marocains qu'on peut croiser depuis une dizaine d'années dans les biennales ont étudié. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Fawzi Latiris et que vous voyez ici au début des années 90, à son retour au Maroc, après avoir étudié pendant quelques années aux Beaux-Arts de Bourges, en France, où il s'est familiarisé avec des courants comme Support Surface, où il a fait des collections de la revue Art Press qu'il a ramené ensuite à Tétouan, qui est sa ville élective où il prendra un poste en tant que professeur d'art contemporain à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan à partir de 1993. Ici, on le voit avec une œuvre, encore une fois, qui travaille au niveau du sol, qui est quasiment un pavement, comme on peut d'ailleurs en voir plusieurs dans l'exposition du CAPC.
Et donc on comprend aussi que ces choix formels et des stratégies esthétiques reposent sur des généalogies transculturelles non élucidées, et qui à ce moment précis de sa carrière, était considéré comme le fou furieux de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, quasiment un professeur rejeté par les autres professeurs, cultivant eux les médiums traditionnels de la peinture et de la sculpture, même si on était dans les années 90. Et Fawzi Latiris est certainement, avec son insistance, avec sa liberté, avec sa transgressivité, qui va même jusqu'au fait de ne pas cultiver une carrière visible, mais de se vivre dans les marges, un renversement total qui, sans vouloir trop monumentaliser les choses, a quasiment lancé le mouvement de l'art contemporain au Maroc dans les années 90, où les institutions officielles marocaines n'étaient pas du tout dans cette idée de l'art contemporain, c'est-à-dire globalement des pratiques conceptuelles ou de l'ordre de l'installation, qui dépassent le cadre des médiums traditionnels tout simplement, qui aujourd'hui au Maroc est tout à fait courant, mais qui au début des années 90 était simplement une folie, en tout cas aux yeux voilà, des institutions. Alors pourquoi est-ce que cet artiste est si important pour penser ces généalogies et ces moments de rupture, de passage entre des mondes qui sont un petit peu en attente de prendre rendez-vous à défaut enfin voilà, en dépit de certains rendez-vous manqués? C'est parce que il est encore une fois une figure tutélaire, et surtout il s'est fait le chantre d'un univers artistique lié au commerce, à l'artisanat, de manière transgressive, de manière subversive, parfois de manière volontairement absurde, avec un humour, avec une ironie très particulière qui va jusqu'à singer, en mobilisant des objets dits traditionnels ou qui évoquent presque la notion de kitsch, des espèces de pastiches ou de détournements d'œuvres et d'artistes occidentaux, à travers des petits détails, des jeux sur le socle, des phénomènes d'accumulation. Il peut faire des références un peu ironiques, que ce soit à Duchamp, à Donald Judd, et beaucoup d'autres. Ici, vous voyez sa benne à ordures. Il y a une benne à ordures à échelle humaine, les grandes bennes à ordures qu'on peut trouver au Maroc et ailleurs, mais recouvertes entièrement de miroirs, hein, comme pour que le spectateur de la benne à ordures ne sait plus vraiment s'il regarde la benne ou s'il se regarde lui-même, et si effectivement cette benne à ordures peut devenir le symbole d'un chantier urbain, un chantier permanent, le chantier urbain comme espace créatif. Et c'est ce chantier urbain dont Fawzi Latiris s'est fait le promoteur depuis les années 90, avec une logique de création purement ancrée dans un territoire, avec toutes ses limites et tous ces manques, si on veut, produire à partir des restes, des rebuts, produire à partir aussi de tout simplement des éléments de chantier. Une benne à ordures que j'ai vue pour la première fois avec mes yeux à la galerie Fatma Gelal de Casablanca, première moitié des années 2000, et qui renvoie aussi chez Fawzi au bateau ivre de Rimbaud, qui m'avait fait prendre conscience à quel point certains poèmes de Rimbaud semblaient avoir été écrits pour la crise migratoire actuelle. Dans le bateau ivre, Rimbaud dit « Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. » Et le bateau ivre de Rimbaud qui résonne avec la crise migratoire actuelle. Une eau d'Europe, une eau noire et froide. Fawzi appelle ça les courants d'air. C'est ça qu'il m'a expliqué en me disant la nécessité pour lui de laisser son œuvre au moment même de sa construction, parce que c'est quelqu'un qui crée aussi dans la société et pas seulement dans son atelier, de laisser traverser des bonnes volontés créatrices, des ouvriers, des enfants, des hommes, des femmes du peuple, et qu'il appelle les courants d'air. Quelqu'un peut venir ajouter un élément ou lui suggérer d'enlever quelque chose. Il avait d'ailleurs ce rapport avec les monteurs d'expo lorsque j'ai organisé sa rétrospective au musée Mohamed VI de Rabat en 2006. Il laissait les monteurs d'expo intervenir sur ses œuvres. Et je vais finir, après vous avoir montré son installation qui s'appelle « Quand on n'a que l'amour »,
qui est un espèce de all-over de jouets de guerre, entravé par un tapis de perles plastiques extrêmement kitsch. Et on doit traverser ce rideau de plastique en toc pour apprécier ce all-over de jouets de guerre qui était réalisé en 2003 au moment de l'invasion américaine en Irak et aussi des attentats de Casablanca. Et puis ici, un rendez-vous manqué entre Momentum et Rendez-vous manqué, sa participation à l'invitation de Jean-Louis Froment dans la grande nef du Musée des Arts Décoratifs à Paris en 1999, alors que se déroulait une année du Maroc, et où Jean-Louis Froment, qui est évidemment une des grandes figures historiques du CAPC, et qui s'est intéressé très tôt, notamment aux artistes marocains, en tout cas dans la deuxième moitié des années 90. Ensemble, Jean-Louis Froment et Faouzi Latiris développent cette idée de lancer des expéditions à travers les souks du Maroc, notamment avec les étudiants de l'époque, et parmi eux Younes Rahmoun, qui est un des artistes remarquables de l'exposition du CAPC, pour réunir une collection fleuve d'objets aux qualités contradictoires. Des objets manufacturés, des objets en plastique, des objets en terre, des objets authentiques, des objets détournés, du toc, du kitsch, voilà. Et de produire, comme vous le voyez, sous la grande nef du Musée des Arts Déco de Paris, des grandes pyramides ready-made, des pyramides d'objets, dont vous voyez aussi les croquis réalisés par Faouzi. Et quel rendez-vous manqué, puisque après cette exposition faramineuse, Faouzi Latiris aurait sans doute dû devenir ce que sont devenus des artistes comme Mounir Fatmi, mais qu'il n'est pas devenu. Sans doute aussi par choix. Je vais donc conclure cette conférence en lisant l'extrait d'une conférence de Faouzi Latiris qu'il a donnée en France, à Marseille, à la galerie Artena, en février 2004, et qui symbolise pas seulement son travail à lui, mais les écosystèmes auxquels moi j'ai eu plus l'habitude au cours de mes derniers voyages, que ce soit au Maroc, mais également en Irak, et pourquoi pas au Liban, qui raconte un petit peu la prise de position nécessaire dans son propre espace. Je le cite. « Chaque fois que tu revois les lampadaires dégueuler leurs entrailles de fils électriques, les câbles déterrés ou pendants au mur comme des plantes, les tiges filetées qui ont servi à sceller lampadaires et autres plaques de signalisation jonchant la chaussée telles des mines antipersonnelles, les trous causés par l'érosion naturelle et humaine, les fosses des égouts dont les plaques volées sont coulées, les chantiers qui déballent leurs matériaux de construction à même la chaussée et sur le bitume, les artisans soudeurs qui font de la rue une succursale de leur atelier, les réparateurs de voitures qui font les vidanges à ciel ouvert, les bricoleurs de frigidaires qui arrosent le quartier de leur peinture, les chargeurs de batteries de véhicules dont l'acide perfore tout, les menuisiers, les kiosques, etc., font de même, ainsi que les boutiquiers et les cafés. Chaque fois, ton sentiment de citoyen jeté à la marge s'accentue. Tu te dis que consciemment ou non, ta personne finira par être le reflet de ce paysage de guerre et de ce désordre ordonné. » Fin de citation. Merci infiniment.